Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur le lynx, un animal qui ressemble à un gros chat sauvage et qui est en voie de réapparition ici dans le Jura. C'est un prédateur qui est carnivore. Il peut chasser au-delà de 20 km de son lieu de vie. Les êtres humains peuvent-ils cohabiter avec le lynx? Pour répondre à cette question, nous accueillons Julien Arbé, photographe animalier. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, on sait qu'il existe plusieurs types de lynx. Pouvez-vous nous expliquer lesquels vivent dans le Jura? Effectivement, il y a plusieurs espèces de lynx dans le monde et le lynx qui est présent dans le Jura, il s'appelle le lynx boréal. C'est un lynx de taille assez grande par rapport à d'autres lynx qui fait à peu près la taille au garrot d'un berger allemand. Il est un petit peu moucheté ou il a de temps en temps des petites rayures, mais souvent il est un petit peu moucheté, il est un petit peu brun clair avec des taches plus sombres, des petits poils au bout des oreilles, comme tous les lynx, une queue courte avec un pompon noir au bout de la queue et des grandes pattes pour faire des grands bonds. La pratique de la chasse est très encadrée. Est-ce une réelle menace pour le lynx? Théoriquement, pas du tout, parce que le lynx, il est classé dans les espèces dites protégées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le chasser ou de le piéger, et on n'a même pas le droit de l'enquiquiner. Donc ça, c'est les espèces protégées. Donc s'il y a des cas avérés de lynx blessé ou braconné, quand c'est une atteinte volontaire à son intégrité, du coup on risque une grosse amende, une suspension du permis de chasse et compagnie, voire de la prison. Donc normalement le lynx il est protégé des attaques des chasseurs, mais il arrive qu'il y ait des lynx qui se fassent braconner. Alors dans ce cas-là, c'est on va dire une chasse non officielle et certains lynx peuvent se faire plomber, tirer. Oui, c'est une atteinte à la population de lynx. On va dire que c'est quelque chose qui est pas légal, donc c'est pas encadré, quoi, si vous voulez. Julien, sur Dailymotion, nous avons vu une vidéo d'un soi-disant lynx qui attaquerait un homme américain en pleine rue. Pensez-vous que cette information est fiable? Moi, je prends avec des pincettes cette vidéo en question que j'ai regardée. Effectivement, c'est bien un lynx, mais c'est pas le même lynx qu'on a en Europe. C'est un lynx beaucoup plus petit. C'est un lynx du Canada, un lynx roux, qui a un plus petit gabarit, que je connais pas du tout. Après, sur cette vidéo, on voit pas du tout ce qu'il y a en amont de la vidéo. On voit juste plusieurs personnes avec un gros chien type berger allemand, je sais pas ce que c'est, et puis qui sont en bagarre avec ce petit lynx. Moi, de ce que je connais, c'est qu'il n'y a jamais eu nulle part dans le monde d'attaque de lynx sur un humain. Il y a eu un cas qui a été répertorié par un grand mammologue, donc un monsieur qui étudiait les mammifères, qui vivait en Suisse, qui est décédé en 99, qui s'appelait Robert Hénard. Et dans son bouquin, il fait référence d'une attaque de lynx sur un humain dans un pays de l'Est, je sais plus lequel. Et c'est un lynx qui avait été piégé dans un piège à mâchoire. Donc le piégeur est allé près de son piège, le lynx était pris à la patte et il a réussi à choper le piégeur en question. Après, au-delà de ça, je connais aucune documentation qui parle d'attaque de lynx sur un humain. Si ça arrive, parce que rien n'arrive vraiment jamais, mais ça c'est vraiment très 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 rare. Après, dans cette vidéo, comme il y a un chien, il est pas rare que le lynx boréal, en tout cas, parce que je connais pas le lynx du Canada, que le lynx boréal, il poursuive, il courate, comme on dit dans le Jura, que le lynx poursuive un chien. Dans ce cas-là, si le chien va dans les pattes de son maître, oui, effectivement, il peut y avoir un conflit. Mais je pense que c'est d'abord lié à la présence du chien plutôt que des humains. Mais voilà, après, je peux pas en dire plus. Moi, je me méfie un petit peu des vidéos comme ça qu'on trouve sur Internet où l'image est très mauvaise, on sait pas ce qu'il y avait avant, on sait pas ce qu'il y a après. Pour moi, c'est un peu des vidéos qui font le buzz et je trouve ça un peu dommage parce que ça porte atteinte à l'intégrité d'une espèce qui fait pas parler d'elle, en tout cas pour ça, quoi. D'après le site, les éleveurs face aux prédateurs, le lynx aurait été la cause de 150 animaux tués et 60 attaques en 2019. Pensez-vous que le lynx attaque plutôt aux animaux domestiques ou aux animaux sauvages? Sans aucun doute aux animaux sauvages, c'est sûr que c'est la priorité. Le cheptel domestique, il n'est pas à la base du régime alimentaire du lynx. Un lynx, il mange à peu près de ce qu'on lit dans la littérature parce que c'est un animal qui est quand même pas mal étudié encore aujourd'hui. C'est une 50aine de grandes proies par an, donc dans les grandes proies, j'entends chevreuil ou chamois. Après, ça peut être du jeune cerf, ça peut être renard, ça peut être même du blaireau. C'est aussi des reptiles, des rongeurs, des écureuils, du lièvre. Voilà, la proie du lynx boréal,
Montréal. Le cheptel de proie est assez grand. Après, ça arrive qu'il aille dans des élevages domestiques. Il y a eu plusieurs cas dans le Jura. Quand il y a des attaques sur des animaux domestiques, donc c'est chèvres ou moutons, des animaux qui sont prédatés, c'est souvent soit un lynx qui a un problème. Donc là, dernièrement, il y a un lynx qui avait un problème à la mâchoire, qui pouvait plus se nourrir, donc qui allait choper des poules dans un poulailler. En fait, c'est simple, il n'arrive plus à attraper de chevreuil ou de chamois, donc il est comme nous, il fait au plus simple. Moi, j'avais fait des affûts dans un petit village près de chez moi, dans un élevage de chèvres où c'était une maman lynx qui était en pleine forme et qui emmenait son jeune dans l'élevage pour lui apprendre à chasser. Donc ça peut arriver, c'est pas du tout très fréquent, mais ça peut arriver. Après, il existe des chiens de protection qu'on appelle les patous, les montagnes des Pyrénées, qui sont très très efficaces pour protéger les troupeaux des attaques de lynx, plus que protéger les troupeaux des attaques de loups, par exemple, parce que le loup a pas du tout le même fonctionnement, il chasse beaucoup en meute, alors que le lynx va chasser tout seul et un chien de protection, dans la grande majorité des cas, il va réussir à dissuader le lynx. À votre avis, quel rapport ont les forestiers, les agriculteurs et le grand public avec le lynx? Pensez-vous qu'ils sont en bonne relation? Globalement, dans le Jura, le lynx, il est plutôt bien vu. Il n'y a pas de problème. Il y en a eu au départ. Le lynx, il est arrivé dans les années 70 par la Suisse, dans le Jura. Alors, faut savoir que du lynx, il y en avait à la préhistoire partout en France. Ensuite, il a été chassé comme tous les grands prédateurs. Lynx, loup, hibou grand-duc, aigle royal, faucon pèlerin. Ils ont été beaucoup chassés, piégés, braconnés. Le lynx a disparu. Il a fait son retour dans les années 70 depuis la Suisse. Au début, le monde paysan avait un peu peur. Alors moi, je suis de 84, donc les prémices de l'arrivée du lynx, j'ai pas connu, mais il semblerait que les paysans au début étaient un petit peu réticents à la présence du lynx puisque c'est un grand prédateur. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je constate aucun problème entre les paysans et la population de lynx. J'ai jamais vu un paysan ou discuter avec un paysan, et j'en côtoie pas mal, qui ait des propos vraiment agressifs vis-à-vis du lynx. Au niveau du grand public, c'est pareil, hein, c'est même un petit peu l'emblème du Haut-Jura, le lynx, comme le grand tétras, comme l'ours dans les Pyrénées. Alors l'ours, ça amène plus de problématiques, mais on va dire que les petits comme les grands, quand ils entendent parler du lynx, ils ont des étoiles dans les yeux, ils posent des questions, ils sont tout contents. Quand il y a quelqu'un qui me dit tiens, j'ai vu un lynx hier, c'est des poils qui se dressent sur les bras, c'est waouh, j'ai eu de la chance. Donc c'est vraiment un animal qui est bien vu pour moi. Là où il peut y avoir un peu des tensions, c'est entre le monde de la chasse et le lynx. Il y a certains chasseurs, alors pas la majorité, loin de là, qui vont pas supporter le lynx parce que on va dire que c'est un concurrent direct, parce qu'il va prédater du chevreuil, du chamois, que les chasseurs ne tireront pas. J'ai pas mal de discussions avec des chasseurs, la plupart n'ont pas du tout ce problème-là. Moi, j'ai même des chasseurs qui me disent tiens, j'ai vu un lynx à tel endroit, si tu vas aller faire des photos. J'ai plutôt une relation assez correcte avec les chasseurs, mais c'est vrai que j'ai eu des discussions aussi avec des chasseurs qui m'expliquaient comment faire disparaître un lynx qu'ils auraient braconné dans le village à côté de chez moi qui s'appelle les Molunes. Le président de l'association de chasse des Molunes, l'ancien président, s'est fait attraper suite au braconnage d'un lynx. Donc lui-même a braconné un lynx, il s'est fait attraper parce qu'il y avait des témoins et bon voilà, il est passé au tribunal. Mais pour que le chasseur, ou en tout cas le braconnier, parce que c'est plus de la chasse, c'est du braconnage, pour que le braconnier se fasse attraper et passe au tribunal, il faut, on va dire, une bonne dose de chance pour les agents de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Braconner un lynx, tuer un animal et le dissimuler, c'est pas si compliqué que ça. Il faut le voir. On va dire que les gardes-chasse et les gardes forestiers sont très peu par département et que c'est vrai que le braconnier, la personne qui va être malhonnête, elle arrivera à le faire. Voilà, c'est un peu le bémol, c'est le lien entre certains chasseurs et la population de lynx. Sinon, il y a vraiment, de ce que je connais, vraiment pas de problème. Il y a une étude en ce moment qui est en train d'être faite par la Société française d'études et de protection des mammifères, la SFEPM. Il y a une dame qui m'a déjà contacté il y a peu de temps et qui me demandait un peu mon lien avec le lynx et qui fait une étude sur la relation entre la population jurassienne et la présence du lynx. Donc les résultats, ils sont pas encore apparus. Et je pense que ce sera quelque chose d'intéressant en fonction des classes d'âge, des métiers de chacun, du lien à la nature, etc. Donc je pense qu'il y aura pas mal de petits bijoux qui vont sortir de ça, mais il est encore trop tôt pour en parler. Étant donné que vous êtes photographe animalier, en quelle saison croisez-vous le plus de lynx ?
C'est pas un animal que je croise souvent. Hein. Peut-être que la plupart de mes observations, je les ai faites à cette époque, au printemps, fin d'hiver, début de printemps, parce que c'est la période du rut. Et en période du rut, le mâle et la femelle, ils font des grands déplacements, encore plus qu'à l'accoutumée. Et ils se déplacent plus volontiers en journée, donc ils sont plus facilement observables. Après, je peux pas vraiment dire que l'automne, je vais en voir plus que l'hiver ou quoi. C'est un petit peu, enfin, c'est même beaucoup le coup de chance, hein, le lynx. En fin d'hiver, là, j'ai fait 2 mois d'affût au lynx, entre 3 et 4 heures par jour, donc ça représente beaucoup d'heures. Il y a 2 fois où j'ai pas pu aller, donc ça fait quand même 58 jours d'affût. J'ai eu la chance quand même de le voir une fois, mais ça a duré, à peine 10 secondes. Il pleuvait plein temps, il faisait quasiment nuit. Tout ça, c'est après un peu plus de 200 heures d'affût. Donc lui me voit plus souvent que moi je le vois. J'aime bien dire ça parce que ça me fait rigoler. Puis je l'imagine qu'il est assis dans le sous-bois, il est en train de se lécher, qu'il me regarde passer avec mon appareil photo, puis qu'intérieurement il doit rigoler en disant regarde le grand échevelé là, il m'a pas vu. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur une rencontre que vous auriez eue avec un lynx? Une anecdote, j'ai plusieurs anecdotes. En fait, chaque rencontre avec le lynx, c'est un petit peu une anecdote. Hein. C'est un moment fort qu'on n'oublie pas. Moi, la première fois que j'ai vu le lynx, je suis revenu à la voiture après mon affût et j'ai fondu en larmes tellement que j'étais content. C'était un peu le Graal. Il y a une fois qui va me rester en tête que j'oublierai pas. J'attendais le lynx. J'étais pas très loin d'un passage où il passait régulièrement. Alors, régulièrement, c'est une fois par mois. Hein. Donc, j'étais près de son passage et puis dans un pré en pente, à la lisière de la forêt. Donc, j'avais le pré devant moi, la forêt derrière moi. Puis, j'étais installé derrière mon filet de camouflage immobile avec mon trépied, mon appareil photo, puis j'attends comme je fais dans mes affûts tout le temps, quoi, toute l'année. Mais l'affût, le filet de camouflage, je l'avais mis devant moi, sur les côtés, mais pas derrière. Derrière, c'était la forêt. Puis de toute façon, je tournais le dos derrière moi, donc je me suis dit, j'ai pas besoin de mettre un filet derrière. À peu près au coucher du soleil, 10 minutes après le coucher du soleil, quand ça commence à s'assombrir, j'entends du bruit derrière moi, des cailloux. En fait, c'est une forêt qui a poussé sur un pierrier. Donc j'entends les cailloux qui dévalent derrière moi. Je me retourne pas parce que je suis pas caché derrière. Donc je ne bouge pas. Et je me dis, ça doit être un chamois ou un sanglier parce qu'il y a pas mal de chamois et de sangliers dans le secteur. Puis bon, plus de bruit. Je me retourne pas. Je reste immobile. Je bouge pas. J'attends. Et puis quelques minutes plus tard, sur le côté, à quelques mètres de moi, j'entends le feulement du lynx. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu feuler un lynx. Un lynx qui nous feule dans les oreilles, ça fait sursauter. Hein. C'est un cri entre le chat et l'aboiement. Là, un cri un peu très rauque, un peu étonnant. Et il s'est mis à aboyer à côté de moi. Et je me suis dit, oh là là, c'est le lynx. Grosse montée d'adrénaline. Et en fait, il m'avait vu par l'arrière. Il m'a contourné. Il est venu devant mon affût et il a approché jusqu'à un peu moins de 3 mètres de mon affût. Et il a passé 1 minute. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure sur les photos entre la première et la dernière. Il a passé 1 minute à essayer de regarder qu'est-ce que c'était derrière ce filet de camouflage. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et il était à peine plus haut que moi. C'était vraiment impressionnant parce qu'il était tout près. Et puis que ça a duré quand même un bon moment. Et il est reparti tout tranquillement. J'ai pu faire, une quinzaine de photos. J'en ai pas une de bonne. Il est tellement près. Il est très près. Il fait sombre. J'arrivais pas à faire la mise au point. J'ai une photo où le museau est net, mais il est tellement près que l'œil est quelques centimètres derrière le museau est déjà flou. Ça, c'est encore une anecdote. Alors, c'est étonnant parce que quand je suis rentré de l'affûlage, j'avais un sentiment de joie intense d'avoir vu le lynx dans des conditions pareilles, parce que je pense que ça m'arrivera à nouveau jamais. Mélangé à de la frustration de pas avoir réussi à sortir une seule belle photo correcte. Maintenant, ça me fait rigoler parce que il y a quand même 3-4 ans qui sont passés depuis, et puis les frustrations avec le temps, elles s'appellent. Est-ce que ce serait possible que vous nous imitiez le cri du lynx en chaleur? Si je le fais, ça va vous faire mal aux oreilles, attention. Et voilà le lynx qui feule. Donc le mâle et la femelle font ce cri-là surtout le mois de mars. Pendant un gros mois, 1 mois et demi, le mâle et la femelle se promènent sur leur territoire. Quand le mâle sent les odeurs de la femelle ou inversement, ils vont feuler pour se retrouver parce qu'ils ont des territoires qui sont très grands, c'est 400 km². Donc ils vont d'abord se repérer avec les odeurs, avec les crottes ou l'urine. Puis ensuite, une fois qu'ils ont repéré l'odeur du sexe opposé, ils vont appeler pour dire oh, je suis là. C'est comme ça qu'ils se retrouvent. Je remercie mon invité, Julie Arbet, photographe animalier. Vous pouvez suivre son travail photographique sur son site internet julienarbet.fr. Arbet, A-R-B-E-Z. Merci Julien. Merci beaucoup et bonne continuation. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.